Aujourd'hui, je commence une série sur les visites de sites archéologiques du monde. J'étudierai tour à tour un gros site archéologique par pays, si tant est que ça soit possible. Le site de Meusfarm nous renseigne sur la vie quotidienne d'un village sédentaire de l'âge du bronze il y a 3000 ans. La préservation est telle qu'il se pourrait bien que l'étude de ce site transforme en partie notre vision de la vie quotidienne pendant l'âge du bronze. Nous verrons qui était ce peuple de bâtisseurs de maisons sur pilotis et pourquoi s'était-il installé sur une rivière. Nous comprendrons également quelle a été la suite d'événements nécessaires afin que le village et tout ce qu'il contient, ou presque, nous parviennent quasiment intacts. Tout commence il y a 150 ans, dans le plat pays du Fenland, un district du Cambridgeshire, où les arbres et les maisons forment l'unique relief du paysage. En pleine époque victorienne, la fabrication de briques était en plein boom. Les entreprises de Meusfarm décidèrent de se servir de la seule ressource présente dans la région, l'argile. Seulement voilà, les briques issues d'une cuisson avec de l'argile récoltée en surface sont fragiles et cassantes. Et ça, c'est mauvais pour le commerce. Ils vont donc creuser des puits afin de récupérer une argile contenant plus de carbone qui ne se trouve qu'à de grandes profondeurs. Car plus le taux de carbone est élevé dans l'argile, plus la chaleur lors de la cuisson sera importante. Meilleure sera la combustion et cela permettra d'avoir une plus grande solidité des briques. La profondeur des puits permettra également de mettre au jour de nombreux squelettes de dinosaures et de nombreuses espèces seront alors découvertes. Mais ici, ce ne sont pas tant les squelettes de dinosaures qui nous intéressent, mais plutôt les puits. En effet, en archéologie, plus on creuse profond, plus on remonte loin dans le temps. Les immenses carrières de briques ont permis de faire réapparaître d'autres éléments qui se trouvaient plus proches de la surface, donc plus proches de nous dans le temps. C'est comme ça qu'au cours de l'été 1999, des morceaux de bois en décomposition sont découverts dépassant de la face sud de la carrière de Meusfarm. Des études sur le site ont été faites en 2004 puis en 2006 et ont permis de dater le bois de la fin de l'âge du bronze en moins 1000 avant Jésus-Christ. Ce morceau de bois faisait partie d'un ensemble de maisons sur pilotis enjambant un ancien cours d'eau aujourd'hui disparu. Les fouilles ont permis de découvrir que ce bout de bois n'était pas isolé. Des milliers de morceaux de bois de construction de toutes les tailles furent découverts. Cependant, en 2006, après de premières fouilles de surface, les archéologues estimèrent qu'il était nécessaire de préserver le site et la seule manière envisageable était de l'enfouir à nouveau, afin qu'il puisse continuer à être conservé dans des conditions similaires à celles dans lesquelles il nous était parvenu. Malheureusement, avec les années, le site se dégradait. La décision de retourner creuser fut prise et en 2015, un des plus grands sites archéologiques de Grande-Bretagne voyait le jour. Il fut très vite conclu que le site était un ensemble de maisons sur pilotis datant de l'âge du bronze et contenant des centaines de morceaux de bois de construction, mais aussi des objets du quotidien en bois, en céramique ou en bronze, ainsi que des textiles. Une des premières constatations faites par les archéologues était que le feu fut la cause de la destruction de la colonie. Une grande partie de ce qui a été trouvé sur le site avait été carbonisé par les flammes avant de sombrer dans la rivière en dessous. Puis, l'écoulement de la rivière avait progressivement recouvert le site de sédiments. Ce sont ces trois événements arrivés successivement et avec un timing précis qui ont permis que la préservation du site soit si exceptionnelle. Ce qu'on peut constater, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici le feu est la cause de la destruction du village, mais aussi un des facteurs principaux de la conservation exceptionnelle du site. En effet, lorsque le feu se déclara, il eut le temps de carboniser une grande partie du site avant d'être éteint instantanément par la chute de la passerelle dans la rivière. Le terme carbonisation ou carbonification est important ici. En effet, le processus de carbonisation est la transformation plus ou moins rapide d'un matériel organique en matériel inorganique. Sachant que c'était un village sur pilotis, on sait que le bois était gorgé d'eau en permanence, que ce soit lors de sa construction, lors de son utilisation et pendant les 3 millénaires qui nous séparent de lui après sa chute dans l'eau. Dans un environnement sec, nous serions en train d'étudier un site archéologique fantôme, où seuls les trous de poteaux font office de preuve de la présence d'un village qu'on aurait beaucoup de mal à dater. Une fois dans la rivière, le village a été progressivement recouvert par les sédiments amenés par le courant. Et on sait de ce fait qu'il a été conservé dans un milieu anoxique. Un environnement est défini comme anoxique quand le taux d'oxygène est très bas. L'argile du sous-sol du Fenland en est un exemple parfait. Nous avons ici 3 des 4 uniques facteurs permettant généralement d'étudier du bois archéologique. Dans la grande majorité des cas, il y a bien souvent qu'un de ces facteurs qui entre en jeu pour expliquer la préservation d'un artefact. Très rarement, on peut en retrouver 2 associés. Mais ici,
3 facteurs se sont associés dans une suite d'événements dont le parfait timing permet d'expliquer l'exceptionnelle préservation du site. Les objets retrouvés sont tous plus fabuleux les uns que les autres. Des céramiques sont retrouvées par centaines et pas simplement des contenants basiques. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les formes, notamment cette petite tasse en forme de pavot, magnifique preuve de la minutie du maître potier. Des piles de pots en céramique empilées sont retrouvées en de nombreux points du site. Ces points représentant la pièce centrale des habitations, on peut facilement estimer que les habitants de l'âge du bronze avaient pour habitude d'entreposer des pots en céramique dont ils ne se servaient pas. L'opulence du site nous laisse à penser que la vie quotidienne du village était assez aisée et que c'était une communauté plutôt prolifique. Une multitude d'outils en bronze ont également été retrouvés en grande quantité, des fossiles, des haches et même des rasoirs. Parmi les nombreuses haches, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Il semblerait que chacune d'entre elles ait été destinée à une seule tâche précise, en fonction de sa taille, de son poids ou de sa forme. Ces mêmes haches pourraient avoir servi à la construction du village. De nombreuses marques de travail du bois sont encore visibles sur les gros poteaux de frêne formant la palissade entourant la colonie. Des marques de haches ont également été retrouvées sur des embarcations trouvées plus loin dans le lit de la rivière, lui aussi retrouvé. 8 bateaux ont été retrouvés dans un état remarquable. L'un d'entre eux est unique en Grande-Bretagne car façonné dans un seul tronc. On retrouve des embarcations du même type uniquement en Europe du Nord, dans les pays scandinaves et à la même époque. Ce qui nous laisse supposer sur la transmission des informations pendant l'âge de bronze, ou d'imaginer que certains peuples voyageaient vers la Grande-Bretagne. Le village est le site principal, mais au fur et à mesure que la carrière se façonne dans le bruit des machines de chantier, de nouvelles zones archéologiques apparaissent. Le lit de la rivière descendant en pente douce vers la mer a été révélé, découvrant d'autres merveilles. Les embarcations dont je vous parlais, des pièges à anguilles tressés et quasiment intacts, des restes de ponts, plus vieux encore que le village, et de nombreuses armes entourant ces ponts ont été retrouvées. L'état des armes nous laisse à penser que la vie n'était pas de tout repos. En effet, de nombreuses marques de choc sont constatées sur les lames, ce qui amène à penser que la possession des ponts avait son importance. De nombreuses armes de bronze ont également été retrouvées dans le village, notamment cette magnifique rapière colorée de bleu à cause des sédiments alcalins présents dans la rivière et provoquant une forme de corrosion sur le métal. Une découverte remarquable a spécialement attiré l'attention des archéologues. En effet, du textile carbonisé a été retrouvé lors des fouilles. La première constatation faite est la taille incroyable de certains morceaux, car de manière générale, les tissus archéologiques de cette époque sont retrouvés dans des états de préservation très dégradés, et leur taille ne dépasse guère les quelques millimètres. De plus, il est communément admis que les textiles archéologiques soient en fibre animale, tels que de la laine de mouton. Mais ici, les textiles retrouvés sur le site se sont avérés être en fibre végétale, une découverte unique qui remet en question de nombreuses informations faisant consensus sur l'âge du bronze en Angleterre. Et lorsque l'on regarde ces mailles, il est facile d'imaginer toutes les questions qui peuvent en découler. Comment étaient-elles tissées? Avec quel genre d'outils? Et pour quelle utilité? Cette découverte, aussi exceptionnelle soit-elle, a soulevé autant de questionnements qu'elle n'a apporté de réponses. Les premières études en laboratoire ont amené les archéologues à penser que la colonie était encore toute jeune. On peut estimer que ça faisait entre 6 mois et 1 an qu'ils étaient installés. 2 éléments distincts nous permettent d'avoir ce raisonnement. Tout d'abord le bois. Après étude, ils se sont aperçus qu'il ne comportait que très peu de preuves que des insectes s'y soient établis, ce qui est la marque d'un bois très jeune et très vert, signe qu'il a été coupé il y a peu de temps. D'autre part, les habitants déversaient dans la rivière tous leurs déchets. Les archéologues ont trouvé une différence flagrante entre les restes se trouvant dans la colonie et ceux se trouvant derrière la palissade. Il y avait notamment une couche de coprolite qui se trouvait au-dessus d'une autre couche de déchets plus abondante, mais qui a été en partie désagrégée par la rivière. Les coprolites sont des excréments fossilisés. Le fait que certains soient retrouvés intacts nous prouve leur fraîcheur au moment de leur enfouissement. Ce sont ces 2 informations qui ont amené les archéologues à penser que cette colonie était installée depuis peu de temps. Il y a un élément que j'aime particulièrement et qui est associé à ce qu'on appelle l'archéologie fantôme. Ce sont les traces de pas. Des milliers de traces de pas parcourant les berges de la rivière aujourd'hui asséchée ont été découvertes, que ça soit humain, bétail ou chien. Il y en a de toutes les formes, et le fait qu'il n'y ait rien de plus à étudier n'est pas négatif en soi. Ça nous apporte tout de même des informations quant aux conditions de vie de la communauté. Ils élevaient des troupeaux et profitaient de la domestication du chien. De nombreux os d'animaux ont été retrouvés, ce qui prouve une nouvelle fois la bonne santé de la communauté. Il y a des sites qui apportent leur lot de découvertes toutes plus incroyables. Certains découvrent des pots en terre cuite, intacts et magnifiquement préservés. D'autres trouvent des cuillères en bois, rarement intactes, et il est souvent impossible de faire le rapprochement avec le contenant qui lui était associé.
Et maintenant, avec les techniques archéologiques modernes, il est assez facile de retrouver des microparticules dans les pots en céramique afin de découvrir ce qu'on y entreposait. Mais là, c'est un petit bol en céramique qui a été retrouvé carbonisé et en un seul morceau. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans ce bol se trouvait encore la cuillère de bois intacte. Et je vois bien que vous vous demandez comment la cuillère a-t-elle pu rester dans le bol après 3000 ans. Et je vous répondrai que c'est une question tout à fait légitime, mais que la réponse est très simple. La cuillère tenait encore dans la nourriture tout juste servie, attendant qu'un gourmet vienne se régaler de ce qu'elle contenait. Cependant, le sort en a décidé autrement. Et le feu emporta toute la colonie, carbonisant au passage le bol, la cuillère et le ragoût d'ortie tout juste servi qui s'y trouvait. Le bol a été retrouvé comme ça, posé là, intact, après 3000 ans, comme si tout s'était passé hier. C'est juste incroyable. Je voulais également vous montrer deux objets qui sont un peu moins impressionnants, mais tout aussi importants car tous deux uniques en Angleterre et pour cette époque. Ce petit coffret en bois a été retrouvé sur le site. Un ouvrage d'une qualité exceptionnelle et il n'y a pas d'autre exemple de ce type d'ouvrage en Angleterre et pour le moment, ce qui en fait une pièce maîtresse issue du site. Au même titre qu'un artefact dont les exemplaires complets de cette époque n'existent tout simplement pas. Une roue complète et carbonisée a été retrouvée. Même son axe a été préservé. Elle était probablement rattachée à une sorte de brouette pour les travaux de champ. Une découverte rare, donc précieuse pour l'archéologie. Passons maintenant à l'étude du village. Pourquoi est-ce que ce village datant de l'âge du bronze et qui donne toute sa substance au site est-il si intéressant ? Tout d'abord, car dans la majorité des cas en Angleterre, les sites datant de l'âge du bronze sont retrouvés en surface, et donc majoritairement détruits par l'occupation permanente de l'homme. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, généralement les sites de cette époque sont plutôt des sites fantômes, où seuls les trous de poteaux font preuve d'une activité humaine. Sur le site de Must Farm, c'est une autre histoire. C'est en tout premier lieu la palissade qui entourait la colonie qui a été retrouvée. De nombreux et gros poteaux de frêne étaient enfoncés profondément dans le sol boueux de la rivière. Puis à chaque couche d'argile que les archéologues enlevaient, ils trouvaient les morceaux de la maison dans l'état où ils étaient après l'effondrement. Le toit qui fut d'abord dégagé devait être le premier élément de la structure à s'effondrer sur le sol, emportant tout l'intérieur de la maison avec lui et faisant s'effondrer les murs également. Les archéologues ont encore une fois dû revoir ce qu'ils savaient sur l'âge du bronze. Les toits étaient recouverts d'herbes reposant sur une architecture de bois circulaire. Sur les photos, on voit bien que les morceaux de bois radiaux se rejoignent au centre des structures et forment un cercle. Chose incroyable, l'écroulement de la structure n'a pas modifié la position qu'ils avaient lors de leur construction. Sous la couche du toit, les archéologues ont découvert que certaines parties du mur de la maison avaient également été en partie épargnées par les flammes. Chose extraordinaire une nouvelle fois, le sol en acacia a pu être identifié et certaines parties ont été retrouvées sous la couche où se trouvent les murs ainsi que les objets d'occupation cités précédemment. De plus, ce type de maison sur pilotis a déjà été étudié mais en Europe de l'Est. Là encore, on peut estimer que des informations ont transité jusque-là ou peut-être que c'était un peuple qui avait décidé de s'installer dans le plat pays du Fenland. Il était déjà rare de retrouver des preuves sur un site datant de cette époque. Mais là, autant vous dire que chaque découverte est plus folle que la précédente. La conservation du bois est telle qu'il est aisément possible de retrouver des encoches dans le bois destinées à être emboîtées. Une fois le puzzle des maisons reconstitué, parce qu'elles sont au nombre de 6 sur le site, un autre travail attend les archéologues. Beaucoup de bois de construction de la colonie ont été calcinés, à des degrés différents, mais certains morceaux de bois sont restés intacts. Parfois même, un morceau n'a brûlé que d'un seul côté. Il sera alors possible de définir comment le feu s'est propagé et où les foyers étaient situés en observant la manière dont le bois a brûlé. Et malgré l'incroyable préservation que nous devons à la carbonisation, une question reste en suspens. Comment l'incendie a-t-il pu prendre sur une plateforme qui était en permanence gorgée d'eau ? Dans une époque belliqueuse, comme on l'a vu autour des ponts, où les armes retrouvées avaient des marques de combat, beaucoup de scénarios peuvent être imaginés. Mais cela pourrait tout aussi bien être l'âtre d'une des maisons qui se serait emballée. Mais un peuple qui maîtrisait aussi bien beaucoup des aspects techniques de leur époque, ferait-il l'erreur de tout perdre pour un feu de maison mal sécurisé ? Nous avons vu que c'était un peuple de bâtisseurs ingénieux, qu'ils avaient acquis la domestication du bétail et du chien, qu'ils maîtrisaient la métallurgie du bronze et qu'ils excellaient dans l'ouvrage de la céramique. Au regard des objets trouvés dans les maisons et des os d'animaux issus de la domestication et de la chasse qui ont été retrouvés, on peut estimer qu'ils avaient une certaine opulence. Cependant, afin de la conserver, ils devaient peut-être posséder et défendre des points stratégiques autour de la rivière.
La colonie était installée depuis peu de temps, mais elle maîtrisait des techniques avancées pour l'époque dont certaines n'ont été observées que dans des territoires éloignés, de l'autre côté de la mer. Les informations avaient-elles voyagé, transmises d'homme à homme, ou étaient-ce les hommes eux-mêmes qui avaient fait la grande traversée ? Il sera peut-être possible de l'apprendre dans les années qui viennent, avec les études en laboratoire. En tout cas, je n'hésiterai pas à vous le partager sur mes réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à me suivre sur Twitter et Facebook afin d'être informé des avancées du site, mais aussi de l'actualité archéologique en général. Cet épisode sur ce village de l'âge du bronze exceptionnellement bien préservé est terminé. Merci d'avoir regardé. Partagez cet épisode de la manière dont vous voudrez, mais partagez-le. C'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne. Je me suis appuyé sur le site officiel de Mustfarm pour écrire cet épisode. Allez voir le site si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a un journal de fouilles et un journal post-fouille. C'est la folie. Il y a pas mal de détails supplémentaires, et bien sûr, je mets tous les liens dans la description. Comme je l'ai dit en début d'épisode, je commence une série sur les sites archéologiques du monde. J'étudierai un site de chaque pays du monde. Dites-moi en commentaire dans quel pays voudriez-vous que je prenne un site à étudier et je choisirai le pays le plus cité. Je vais alterner ces deux formats tous les mois. Un mois, je ferai plusieurs petites découvertes avec leurs histoires, et celui d'après, je ferai l'étude d'un site archéologique approfondi. Je n'ai pas de titre pour ces formats, alors si vous avez des idées, je suis preneur. Merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode de la chaîne Oisifologie. Allez, salut!